Bonjour ou bonsoir selon l'heure à laquelle vous êtes en train de regarder cette vidéo. Bienvenue sur Intellectuels Haïtiens, un podcast présenté par Emmanuel Stéphane Laurent et animé par mes collaborateurs et collaboratrices Tigogo et Polisson. Ici, on met en lumière des chercheurs et penseurs haïtiens peu connus ou mal connus. N'oubliez pas de vous abonner pour ne rien manquer, de liker la vidéo, de partager le lien de cette vidéo sur tous les réseaux sociaux, de la commenter pour dire ce que vous en pensez. Et surtout, dites-nous quel intellectuel haïtien vous aimeriez découvrir. Aujourd'hui, nous partons à la découverte de grands intellectuels. Jules Laurent Jr., un géant de l'éducation, de la littérature et du journalisme culturel en Haïti. Mais pour tout savoir sur son parcours et son œuvre, restez avec nous jusqu'à la fin de la vidéo. Je vous laisse maintenant en compagnie de notre animateur et animatrice YouTube, Tigogo et Polisson. Bonne découverte et à tout de suite. Bonjour, on va s'intéresser aujourd'hui à une figure dont la disparition a vraiment provoqué une onde de choc. C'était le 28 octobre 2025, on apprend l'assassinat de Schultz Laurent Jr. à Philadelphie. Oui, une nouvelle absolument brutale. Et cet homme, à 51 ans, on le connaissait comme poète, comme journaliste, comme enseignant. Mais les sources qu'on a pu consulter, une biographie très détaillée, des témoignages, elles nous disent que ces titres, ça suffit pas. Ça suffit pas du tout, non. Ça n'explique pas l'immense chagrin qui a suivi en Haïti. Et c'est un peu la mission de notre discussion aujourd'hui, c'est d'aller au-delà de ce fait divers, aussi tragique soit-il. C'est ça. On veut comprendre la nature du vide qu'il a laissé. Qui était vraiment cet homme, pour que sa mort mette, et je cite, « le monde intellectuel et culturel à genoux ». On va explorer son œuvre, bien sûr, mais surtout ce rôle de passeur, c'est un mot qui revient tout le temps. Passeur, le mot est fort. Alors, pour comprendre l'homme, il faut regarder d'où il vient. Commençons par le commencement, ses racines. Il naît à Port-au-Prince en 1974, et ce n'est pas anodin, il est le descendant direct de Karl Breuer. Et ça, c'est un point absolument capital. Vraiment. Karl Breuer, c'est une figure de proue du mouvement des griots. Et justement, pour ceux qui connaissent moins le mouvement des griots, c'était quoi exactement? Alors, en quelques mots, dans les années 30 en Haïti, c'était une véritable révolution intellectuelle. Le message était simple, en substance, arrêtons de ne regarder que vers la France. Notre vraie richesse, notre culture, elle est ici. Ça valorisait la culture haïtienne, la langue créole, les traditions. D'accord. Donc, hériter de ça, c'est pas juste un nom de famille. C'est hériter d'une mission, presque. C'est exactement ça. C'est hériter d'un devoir de regarder son propre pays en face, avec lucidité, mais aussi avec beaucoup d'amour. Et Schultz Laurent Jr. s'inscrit totalement dans cette filiation. On a donc ce pôle très engagé, très civique, mais les sources, elles ajoutent une autre facette, beaucoup plus intime, sa foi catholique. Elle est décrite comme discrète mais structurante. Comment ces deux mondes cohabitaient ? Eh bien, c'est précisément cette synthèse qui le rendait, je pense, si unique. Il ne les opposait pas du tout. Au contraire, son engagement hérité des griots était nourri par une éthique personnelle, une rigueur qui lui venait sans doute de sa foi. Et ça se voit dans son parcours. Très clairement, surtout dans sa carrière d'enseignant. Après ses études en communication, il devient professeur de français, de littérature, mais aussi, et c'est ça qui est très révélateur, d'éducation à la citoyenneté. Ah oui, ce n'est donc pas seulement un prof de lettres, il est déjà en train de former des consciences. Il est déjà ce fameux passeur. Le mot s'applique dès cet instant, tout à fait. Et les témoignages de ses anciens élèves sont très forts. Ils parlent tous d'une exigence intellectuelle, d'une responsabilité du verbe. La responsabilité du verbe, j'aime beaucoup cette expression. Pour lui, analyser un poème ou même juste écrire une phrase correcte, c'était pas un simple exercice scolaire. C'était un acte esthétique, bien sûr, mais aussi un acte éthique et civique. Il apprenait à ses élèves que les mots ont un poids, qu'ils peuvent construire mais aussi détruire. On a donc cet enseignant très exigeant qui voit la littérature comme un engagement. Et sa propre poésie, alors, hein? Comment cette philosophie se retrouvait dans ses écrits? Il a publié plusieurs recueils, Bouquet d'amour, Cime et Océan. Sa poésie, c'est le miroir parfait de cette dualité. Les sources la décrivent avec deux termes qui semblent presque opposés. Une grande sensibilité lyrique d'un côté et une sobriété expressive de l'autre. Sensibilité et sobriété. C'est intéressant. Oui.
Cette âme était universelle, vous savez, l'amour, la mémoire, les fragilités humaines, les blessures sociales aussi, mais il les abordait avec une langue très accessible, très pure. Il cherchait pas à impressionner, il voulait toucher, connecter. Et cette sobriété expressive, concrètement, ça donnait quoi? On a des exemples? Oui, bien sûr, c'était une poésie qui va droit au cœur. Et il y a quelques vers de lui qui ont beaucoup circulé après sa mort, ça disait quelque chose comme Mon pays est une barque sans rame où chaque aube est un pari sur l'océan. Mais dans le regard d'un enfant, je vois le port. C'est très puissant. En 3 lignes, on a tout. La difficulté, l'espoir. Voilà. C'est direct, c'est imagé, et ça résonne avec la réalité haïtienne sans jamais tomber dans le misérabilisme. C'était ça, sa grande force. Et ça m'amène à un détail dans les sources qui m'a surpris. Ses goûts musicaux, on nous dit qu'il était un grand amateur de chansonnettes françaises et de musique classique. Ah oui, la liste est étonnante. Ginette Renaud, Mireille Mathieu, Céline Dion, et juste à côté, Franz Schubert. C'est un grand écart, non? C'est un grand écart apparent. Mais en fait, c'est fascinant parce que ce n'est pas du tout anecdotique. Ça nous donne une clé de lecture. C'est-à-dire? Qu'est-ce que ces chanteuses populaires ont en commun? La primauté de la mélodie et l'expression de l'émotion de manière très frontale, sans filtre. C'est une musique qui cherche la connexion immédiate. D'accord. Donc il y aurait un lien de méthode, presque, entre ses chansons et sa poésie. Absolument. Sa poésie, comme ses chansons, elle est construite pour être ressentie. Elle a une musicalité propre. Et si on ajoute Schubert, le maître du lied, de la mélodie au service du poème, la boucle est bouclée. Il cherchait à faire des poèmes qui soient des sortes de chansons pour l'âme. C'est une très belle façon de le dire. Il n'avait aucune peur de l'émotion pure. Il la voyait comme un véhicule de vérité. Et en parallèle de cette vie intérieure, de cette création, il y avait le journaliste. Très en vue, collaborateur au Nouvelliste, rédacteur en chef. Mais comment on gère ça, Evelyne? Être poète et en même temps critique, devoir juger le travail de ses pairs. C'est une excellente question. Et je pense que la réponse, c'est qu'il ne se voyait pas comme un juge. Encore une fois, il se voyait comme un passeur. Toujours ce lème mot. Toujours. Son but, ce n'était pas de distribuer les bons et les mauvais points. Il voulait donner des clés de lecture au public, mettre en lumière le travail des autres créateurs, contextualiser. Son journalisme était constructif. Il aidait la scène culturelle à se penser elle-même. Il ne créait donc pas seulement une œuvre, il créait un mouvement, un écosystème. Et là, on arrive au cœur de son impact, son rôle de menteur. Les sources sont très détaillées sur sa relation avec Emmanuel Stéphane Laurent. Oui, c'est l'exemple le plus frappant de son influence. Début des années 2000, il le prend sous son aile, il l'introduit dans les cercles littéraires, mais il fait bien plus que ça. Il le forme à l'enseignement. Ce n'est pas juste un conseil par-ci, par-là. Pas du tout. Le texte est très précis, il l'accompagne physiquement dans plusieurs écoles, il lui transmet ses méthodes, sa sensibilité profonde, et c'est ensemble qu'ils vont créer un collectif, Feu d'art, qui va mobiliser, attention, plus de 70 talents. 70. Mais c'est énorme. On a l'image du poète solitaire, mais lui, il était au centre d'un réseau. Exactement. Il avait compris que le talent individuel, ça ne suffit pas. Une culture, pour être vivante, elle a besoin d'espaces d'échange, de soutien. Et Feu d'art est décrit comme un espace fondateur pour toute une génération. C'est un héritage aussi concret que ses livres. Il n'a pas seulement écrit des poèmes, il a aidé des dizaines d'autres à trouver leur voie. Il a littéralement construit une partie de l'avenir intellectuel de son pays. C'est aussi simple que ça. Et cette capacité à créer du lien, ça ne s'arrêtait pas aux professionnels. La source parle aussi de son amitié extrêmement profonde avec Junior Antoine, un autre professeur. Et il y a ce détail, poignant, que la mort de Schulz Laurent Jr. l'a laissé totalement détruit. Ce détail humain, il est essentiel. Il nous rappelle que derrière la figure publique, l'intellectuel, il y avait un homme qui tissait des liens d'une intensité rare. Il n'était pas une statue, vous voyez? Non, bien sûr. C'était un ami, un confident. Et sa disparition n'a pas seulement créé un vide intellectuel, elle a provoqué des fractures affectives, personnelles, dévastatrices. La douleur de son ami en est le témoignage le plus pur. C'est un portrait incroyablement riche. Cet homme qui tisse, qui connecte, qui transmet. Et ça rend sa fin encore plus absurde. Ce 28 octobre 2025, il est assassiné à coups de couteau à Philadelphie en allant au travail. Oui. Et la réaction en Haïti, c'est décrit comme un séisme. Le mot est juste.
La source parle d'une scène de deuil national, des hommages spontanés partout à Port-au-Prince. Dans les cafés, dans les écoles, on lit ses poèmes à voix haute. La citation exacte, c'est que sa mort a littéralement mis le monde intellectuel et culturel à genoux, dans un océan de larmes. Pourquoi une telle ampleur? On a vu son importance, bien sûr, mais ces mots, on a l'impression que sa perte a touché quelque chose de bien plus profond. Je crois oui. Je pense que sa mort a symbolisé la perte d'un repère. Un repère moral et intellectuel dans une période qui était déjà très dure pour Haïti. Il incarnait une forme de... La source parle de résistance douce. Une résistance douce. Oui. Face au chaos, à la violence, il opposait la rigueur de la pensée, la beauté des mots et surtout la transmission, comme un pari sur l'avenir. Le tuer, c'était s'attaquer à ce symbole d'espérance. La douleur collective, c'était le cri d'une communauté qui venait de perdre un de ses plus grands tisseurs de liens. Et très vite, il y a eu cette volonté de ne pas laisser la violence gagner. Dès le 9 novembre, un hommage formel est organisé par les Mets Crédits à la culture. L'invitation, c'était de célébrer un homme exceptionnel pour que sa lumière continue de briller. Et c'est là que le portrait devient complet. Si on relie tous les points, on comprend mieux. On a l'héritier des griots, le catholique, l'amoureux de la chanson populaire, le journaliste constructif, le mentor. Il était la synthèse de tout ça. La violence a pris son corps, c'est vrai, mais son action, elle, avait déjà essaimé, à travers tous ceux et toutes celles qu'il a formés. Alors, si on devait résumer, que retenir de Schultz-Laurent Jr.? Bien plus que la victime d'un crime, il était une force tranquille. Un poète, un journaliste, oui, mais par-dessus tout, un pilier de la transmission. Un passeur qui a dédié sa vie à bâtir des ponts pour la génération suivante. Exactement. Son histoire laisse une empreinte indélébile dans les lettres haïtiennes. Et elle nous laisse avec une question. Une question un peu vertigineuse qui dépasse son cas personnel. Quand une figure comme la sienne, un de ces rares individus qui connectent les gens, les idées, les générations, quand une telle personne disparaît si brutalement, comment une communauté s'assure que les liens qu'il a si patiemment tissés ne se défont pas? Comment faire en sorte que cette flamme de la transmission qu'il a portée si haut continue de brûler après lui?